Ce fut dur, mais l'équipe de France s'est imposée en Écosse ce samedi 20-16. Il a fallu attendre les dernières minutes pour que les Bleus prennent l'avantage. Il a fallu surtout résister de longues secondes devant la ligne d'en but, mais c'est passé. Simon, est-ce qu'on peut considérer que cette victoire est quand même un petit peu en trompe-l'œil ? Un petit peu, à mon avis, et la première chose qui m'a interpellé en ce sens, en anticipation d'un possible succès poussif des Bleus, c'est dès la mi-temps la communication de Fabien Galtier, qui se disait très satisfait de la première période de son 15 de France. Là, je pense qu'il y avait quelques doutes à émettre sur son jugement de la situation. Alors, soit c'était de la méthode Coué, soit c'était une sorte de déni de la performance très très brouillonne des Bleus, soit le niveau d'exigence qu'il y a autour de cette équipe de France a drastiquement baissé par rapport à ce qu'on espérait d'elle il y a quelques mois avant la Coupe du Monde. C'est ce point-là qui m'a interpellé, et la suite de la rencontre n'a pas pour autant été brillante. Ça a été quand même meilleur, le second acte. Le banc a beaucoup apporté, mais on ne peut pas m'empêcher de penser qu'il y a quelques mois, les Bleus devaient arriver en Écosse en grand favori. Alors, ça ne garantit rien d'être grand favori, et pas en équipe qui regarde droit dans les yeux le 15 du Chardon et qui se retrouve à potentiellement arracher une victoire, ça a été le cas, sur une décision de l'arbitrage vidéo à la 84e minute. Alors c'est bien en termes de scénario Hitchcockien, mais ça montre quand même qu'on peut penser que la France est rentrée dans le rang par rapport à 2 dernières années où les Bleus avaient grimpé d'un échelon et n'étaient plus vraiment en concurrence avec l'Écosse, plutôt avec l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Oui, c'est vrai, Simon, de ce point de vue-là, il y a 2 ans, le voyage à Murrayfield s'était bien mieux passé avec une victoire assez nette. C'était l'année du Grand Chelem, et cette année-là, l'équipe de France marchait sur l'eau. Il n'y avait pas eu match face à l'Écosse. Là, c'est évidemment beaucoup plus poussif, mais je vais être un peu plus mesuré parce que, je me souviens très bien, on était là la semaine dernière pour débriefer le match face à l'Irlande. On était quand même beaucoup plus inquiets. Il y avait de quoi, puisque la défaite était lourde et il y avait des manques à tous les niveaux. Donc rien que la réaction montrée par les joueurs, selon moi, est de bon augure. Et on a 2 moments clés dans ce match, selon moi. C'est juste avant la fin de la première période, c'est-à-dire une grosse séquence de mêlées écossaises qui se succèdent devant les poteaux à 5 mètres de la ligne d'en but. Les Français sont à 14. Les Français sont à 14 parce que Winnie Antonio a été contraint de regarder ses camarades depuis le bord du terrain. La France tient. Elle obtient une pénalité, elle peut se sortir de cette situation et rejoindre les vestiaires en n'étant pas distancée. Et le deuxième temps fort, c'est évidemment cette séquence assez folle à quelques centimètres de la ligne et cet arbitrage vidéo qui, heureusement, j'ai envie de dire, a été favorable aux Français. Mais tout ça, c'est pas anodin. Ça va permettre, je pense, à ce groupe de se restructurer pour ce tournoi. C'est une victoire qui sera fondatrice. Les valeurs ont payé. Ça aurait pu basculer de l'autre côté ce match. Il y a des moments où les Écossais auraient vraiment pu prendre l'ascendant. Les Bleus auraient pu plonger. Ils ne l'ont pas fait. Et c'est pour ça que je pense que cette victoire va beaucoup compter. Et il faut aussi souligner une chose importante, c'est que cette équipe de France, il lui manque encore des cadres, notamment en deuxième ligne et surtout en charnière. Oui, sur cet aspect-là, je te rejoins parce que l'anomalie, ça aurait été plutôt que le 15 de France soit majestueux dans ce tournoi. Il faut se rendre compte de ce que c'est que la perte du pont de Tamac en charnière, de toute ta deuxième ligne hyper complémentaire que pouvait être Flamand William C et que pourra être Flamand Meafou, ça marche pas mal à Toulouse. De tels absents, Anthony Jonge aussi, c'est forcément pénalisant pour une équipe. Alors oui, on peut espérer que la structure collective permette d'amortir l'impact de l'absence de tels joueurs. Mais c'est normal quand même qu'il y ait une différence. Et puis quand on parle d'une éventuelle régression et d'un recul dans la hiérarchie de l'équipe de France, ces joueurs étaient là les dernières saisons. Donc c'est pas... Le propos n'est pas de dire que sans Antoine Dupont, l'équipe de France en sera encore au point d'avant de l'arrivée de Fabien Galtier, mais on ne peut pas totalement omettre d'évoquer son choix de participer aux Jeux Olympiques, l'absence sur blessure de longue date de Romain Ntamack. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a eu des changements dans le staff de l'équipe de France. On se demande si c'est la continuité de la Coupe du Monde ou si c'est une nouvelle aventure qui commence en quelque sorte. Et en ce sens, ça peut ressembler à un succès fondateur comme tu l'as stipulé.